Donc, bienvenue à tous. Je suis Nadine Lachance, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Et j'ai le privilège aujourd'hui, avec ma collègue Véronique Derry, de vous présenter le premier webinaire d'une série de plusieurs qui vont s'annoncer. La Chambre de commerce a mis en place quelques webinaires pour les jours à venir. Donc, vous pourrez suivre la programmation sur notre site Internet. Et donc, pour commencer, aujourd'hui, on s'est joint à Synergie Vaudreuil-Soulanges pour vous présenter celui-ci qui traitera, entre autres, des ressources humaines. Donc, de mon côté, j'aimerais tout simplement vous remercier d'être présent et j'aimerais remercier les partenaires Prestige de la Chambre, donc Desjardins Vaudreuil-Soulanges et Développement Vaudreuil-Soulanges qui permettent à la Chambre de pouvoir poursuivre ses opérations, entre autres, pour les semaines à venir. Donc, Véronique, je te laisse la parole pour la suite. Bon, ben merci Nadine. Bonjour à tout le monde. Je regarde en parallèle le Zoom Webinar Chat. Donc, je trouve ça le fun. On peut voir les messages qui passent des gens qui ont des questions. Donc, ça dit qu'on est présentement 28. Donc, bonjour à tout le monde. Véronique Derry, coordonnatrice de Synergie Entreprise Emploi à Vaudreuil-Soulanges. Donc, comme mentionnait Nadine, on collabore pour ce premier webinaire qui touche un sujet qui est en lien vraiment avec la mission de Synergie. Je vais faire ça bref. On peut vous expliquer qu'en fait, nous, on travaille chez Synergie pour vous offrir des webinaires de ce style-là. Là, prochainement, on vise en faire plusieurs. Donc, aujourd'hui, ça va être durée de 60 minutes. Les 15 dernières minutes vont être pour des questions. Donc, je vais vous revenir après 45 minutes pour vous expliquer comment poser vos questions. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Marie-Claude Morin et Valérie Villeneuve d'Alternative RH afin qu'elles se présentent et qu'elles se dévoilent. Donc, je vais les mettre en ligne. Ça ne sera pas long. Ah, bonjour Valérie. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bien, bon après-midi tout le monde. Alors, je pars le bal. Mon nom, c'est Valérie Villeneuve. Je suis associée experte conseil chez Alternative RH. Ça nous fait plaisir d'être avec vous cet après-midi pour essayer de vous aider, en fait, de vous donner des trucs et conseils pour vous guider dans la gestion de vos ressources humaines en temps de crise de COVID-19. Donc, vraiment, le webinaire 45 minutes pour essayer de vous épauler. Et comme l'a dit Véronique, il va y avoir une période de questions, mais n'hésitez pas, vous allez avoir nos coordonnées à la fin du webinaire. Si vous avez d'autres questions, des questions plus pointues par rapport au contexte de votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Là, si on peut vous aider, ça va nous faire plaisir, grandement plaisir de le faire. On aimerait aussi remercier la Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges et Synergie de nous faire confiance à travers ce premier webinaire-là. On part le bal avec tous les enjeux techniques et tout ça, là, dans le fond, qui se joint à ça. Fait qu'on est très contente d'être là et de partager ce moment-là cet après-midi avec vous, en espérant, bien sûr, pouvoir vous épauler le plus possible. Donc, je passe la POC à ma collègue Marc-Claude qui va commencer le webinaire cet après-midi. Merci Valérie. Bonjour tout le monde. Marie-Claude Morin, également associée expert conseil chez Alternative RH. Je suis aussi très emballée d'être ici. Et comme le temps va filer à vive allure d'entrée de jeu, je me lance. En fait, on commence notre petite introduction aujourd'hui en vous parlant, pas de la crise, parce que la crise, vous la vivez tous les jours. Vous savez, vous avez les deux pieds dedans. On voulait revenir sur certains concepts de base au niveau de l'humain, de la gestion, des grands concepts de base, parce que c'est ça que vous vivez à tous les jours. Premièrement, on a beaucoup de clients qui nous disent ces temps-ci, écoute, moi, j'ai mis plein de mesures en place, j'ai mis des mesures techniques, j'ai mis des mesures, j'ai bougé les tâches, j'ai réorganisé, j'ai fait plein de choses tangibles, et pourtant, c'est pas plus solide, les gens sont encore insécures, ça marche pas. En fait, il ne faut pas oublier que là, on travaille beaucoup sur tout ce qui est tangible, les tâches, la technique, mais on oublie qu'au milieu de tout ça, là où c'est le plus difficile, c'est de gérer les humains. C'est de gérer des gens dans une période où on est vraiment insécure, puis cette période-là, nous, on appelle ça les 4 I, elle génère pour tout le monde un sentiment d'inconnu. Vous savez, on traverse des périodes où, à un moment donné, on a vécu quelque chose, on a un référent à notre expérience passée,
Puis rapidement, dans notre tête, on va chercher ce bagage-là. Bien là, on ne peut pas. L'autre I, c'est qu'on se sent impuissant. Quand on n'a pas de référence, on a beau regarder partout, je ne peux même pas appeler ma mère pour lui demander « Hey, il y a eu une crise du COVID il y a 20 ans, qu'est-ce que tu as fait? » Elle ne sait pas, il n'y en a pas de crise comme ça. C'est la première fois. Donc, on devient impuissant, on perd nos repères. Quand on devient impuissant et qu'on perd nos repères, ça nous amène à vivre beaucoup d'insécurité. Hein? Les gens vivent beaucoup d'insécurité émotionnelle, on le voit, là, et pas beaucoup financière. Puis cette imprévisibilité, ce sentiment-là, qu'est-ce que ça fait au bout? C'est le 4e I, ça apporte des comportements irrationnels. On a juste à penser à tout le monde qui s'est garoché au Walmart pour acheter des milliers de rouleaux de papier de toilette alors qu'il n'y en a pas eu de pénurie de papier de toilette. Fait que c'est normal que vos employés, vos collaborateurs, vos fournisseurs, bien, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vont avoir des comportements qui vont peut-être être plus ou moins rationnels. Ça va dépendre un peu de comment ils sont. Vos gestionnaires, bien, on est tous des enfants dans des corps de grands, bien, eux aussi, ils vivent ces 4 I-là. Et eux aussi, parfois, ils réagissent d'une façon. J'ai un client qui me disait, voyons, mon gestionnaire, il a toujours été comme ça, puis je ne le reconnais plus. Ça se peut que tu ne le reconnaisses plus, ton gestionnaire, puis c'est normal. Donc, ce n'est pas facile parce qu'eux aussi sont impactés. Quand les gens ils perdent leur repère, qu'est-ce que ça fait? Bien, il y a 3 possibilités, puis vous regarderez vos employés, vos collaborateurs, vos familles. Il y a 3 possibilités, c'est les 3 F. Et on se positionne tous à quelque part là-dedans. Soit qu'on fige. Hein? Ils appellent ça en anglais « freeze ». Il se passe quelque chose, puis tu te dis « Hey, c'est comme quelqu'un qui te répond à quelque chose que tu n'as pas vu venir. » Les gens vont dire « Je voulais bien répondre quelque chose, mais j'ai figé. » Fait que devant la crise, il y a des gens qui vont figer. Comment ça se traduit? C'est des gens qui vont attendre que la vague passe. C'est des gens qui ne prendront pas, ils vont continuer là, mais ils ne vont pas s'impliquer, ils ne vont pas trouver dans le travail, ils ne trouveront pas de solution avec vous. Il y en a du monde comme ça, puis ça, c'est normal. L'autre réflexe que certains d'entre vous, de vos employés, vos collègues, tout le monde autour, on peut avoir, c'est le 2e S. C'est, en fait, on se met dans un autre mode, puis là, c'est la fuite. Fait que là, c'est des gens qui vont dire, moi, j'ai des clients qui me disent, moi, mon employé, là, ici, on a tout pris les mesures, il ne veut plus travailler. Ben, c'est quelqu'un qui peut-être est en mode fuite. Il n'est pas capable de faire face à ce qui se passe. Et tout ce qu'il veut, c'est ne pas être là. Il y en a qui vont chercher d'autres jobs, carrément. Ils vont dire, gars, je vais en profiter pour fuir cette situation-là. Je ne suis pas sûre, c'est incertain, je vais fuir. Et il y en a qui vont passer en mode, en anglais, ils disent fight. En français, on dit foncer. C'est ceux qui vont se retrousser les manches, puis qui vont rentrer dans la crise, puis qui vont essayer toutes sortes d'affaires. Ça ne veut pas dire que c'est toujours bon, mais qui vont tenter de trouver des solutions. Je vous donne un exemple concret. Vous allez faire vos courses au Walmart, puis dans l'entrée, tout à coup, il y a une espèce de mini-braquage. Il y en a qui vont figer là, qui vont rester là. Ils ne vont même pas aller se cacher en arrière du linge. Bon, je suis pris là, j'ai gelé. Il y en a qui vont tout laisser là. Ils étaient dans le stationnement, ils ne sont même pas impactés, ils sont dehors. Ils embarquent dans l'auto, ils partent. Il y en a, on a vu ça dans le cas des attentats du 11 septembre, ils vont se regrouper, ils vont dire « Hey, Valérie, on saute dessus, on l'attaque. » Vos employés se positionnent dans un schéma qui ressemble à ça, et c'est normal. Et vous devez, vous, essayer de comprendre où est-ce qu'ils sont, comment ils réagissent, parce que sinon, vous allez avoir des attentes pas réalistes. Ce qui est important, Marc-Claude, si tu me permets aussi, c'est que les employés peuvent bouger d'un F à l'autre. Ça ne veut pas dire parce que j'ai figé au départ que par après, je ne vais pas nécessairement fighter avec l'équipe. Les employés, dépendamment de leur journée, de ce qu'ils vivent, bien, ils peuvent fluctuer dans ces 3 F-là. Tout à fait, Valérie, parce que dans chaque crise, il y a 4 phases dans une crise. Et dépendamment de la phase où vous êtes, et nous, ce qu'on voudrait vous dire, Valérie et moi, aujourd'hui, c'est tentez de voir à peu près, on va vous donner des pistes, dans quelle phase vous êtes, parce que
il va falloir travailler différemment, mais vos employés, selon la phase où vous êtes, ils vont réagir différemment. La première phase d'une crise, puis ça, c'est des psychologues industriels qui ont créé ce modèle-là, c'est la chute. Écoute, la chute, là, c'est tes réflexes. Je tombe à l'eau, je me mets à nager. Ça, c'est ce qu'on a vécu au début. Les gens ont utilisé des réflexes parce qu'on ne peut pas utiliser notre expérience, on n'en a pas. Mais moi, mon réflexe, ça a été peut-être d'appeler certains clients pour dire hey, comment tu vas? Parce que je suis une fille de relation. Mes réflexes, vite, vite, ça a été ça. Ça, dans ce mode-là, on ne peut pas développer des nouvelles compétences. Les entreprises, là, ceux qui nous écoutent, vous êtes soit dans cette phase 1-là ou dans la deuxième, on va en parler après. Mais dans la phase 1, la phase où on tombe, la chute, on peut. Si je n'ai pas appris à nager avant de tomber du canot, là, je n'apprendrai pas à nager dans l'eau. Si j'étais un gestionnaire qui avait beaucoup, beaucoup de difficultés à être un bon communicateur, c'est pas là que je vais devenir un bon communicateur. Valérie va vous parler tantôt de l'idée aller chercher les forces de chacun. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, la crise qu'on vit là, et beaucoup d'entre vous, vous êtes là, c'est la survie. Hein? Et les gens nous disent, nos clients nous disent, hey, là, tout ce que je fais, là, j'essaie de toutes sortes d'affaires. Et là, on voit beaucoup d'initiatives. On pense juste à ce webinaire-là. Il y en a beaucoup des webinaires là dans Ressources humaines en AMI. On essaie de voir comment on va survivre à ça. La phase de la survie, elle a quelque chose de bien particulier qui est juste dans cette phase-là. C'est comme si on vous avait injecté une petite shot d'adrénaline. Là, on est en survie. Là, on a eu le choc, la chute au début. Là, on est en survie. Tout le monde se retrousse les manches. Et certains vont travailler. Là, moi, je suis quelqu'un qui me disait récemment, je travaille 20 heures par jour. Marc-Claude, je travaille 20 heures par jour. C'est fou. Toute mon équipe de gestionnaire travaille 20 heures par jour. J'ai dit, fais attention. Parce que là, toi, là, tu es dans la phase survie et tu es en train de prendre, il reste 2 autres phases, il y en a 4. Tu es en train de prendre toute ton énergie et celle de ton équipe pour passer à travers une phase. Fait que ces 4 phases-là, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut apprendre ici à mitiger notre énergie. Puis l'énergie de nos équipes, hein, parce qu'on ne veut pas les brûler. Parce qu'après la phase de la survie, c'est la phase de l'ajustement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que ça va être pareil après? Non. On va faire ça comme ça, on va changer ça. On va avoir beaucoup besoin de notre énergie pour être capable de s'ajuster. On a certains de nos clients qui nous disaient, moi, le télétravail, jamais. Mais finalement, là, le monde est en télétravail, ça ne va pas si mal. C'est pas vrai que les employés vont revenir en disant, ah non, le télétravail au plan. Ils vont dire, bien finalement, regarde, ça marchait bien. Ça va être la phase ajustement. L'ajustement, bien, il y a des moments de tension parce que chacun va essayer de. Mais ça va être un bon moment pour apprendre. Si on veut développer nos gestionnaires, nos employés, la phase d'ajustement puis la fin de la phase de la survie, on est pas mal là, c'est le temps d'apprendre. La dernière phase, c'est la phase de la remontée. On est tombé, on embarque, on repart. Mais c'est une phase qui est aussi difficile parce que dans les autres phases, comme il y a eu beaucoup de réflexes qu'on a utilisés, qu'on a développés, on n'a pas été tant critique. Quand on commence à remettre les choses en place, ça recommence à marcher, la remontée, bien là, les gens, le sens critique part. Puis là, on l'a vu aujourd'hui, je lisais un article qui disait, tu sais, il y a 2 semaines, tout le monde trouvait que la ministre était très, très bonne, celle qui fait le point de presse avec M. Arruda et le premier ministre. Elle était encensée. Et là, déjà, on commence à voir certains points de critique qui arrivent. Ils n'arrivaient pas au début. Donc, votre phase de remontée, elle va être difficile. Puis l'analogie du canot que quelqu'un faisait, que je vois l'idée de quelqu'un là, qui disait, tu sais, quand tu es tombé dans l'eau au mois d'avril, l'eau, étais-tu assez prête? Oui. C'était vraiment froid. Là, finalement, on te ramène dans le canot, mais la randonnée n'est pas finie. On est au mois d'avril, puis tu es complètement détrempé. Ça va être froid, puis ça va être dur. Donc, vous devriez sensibiliser vos gestionnaires, si ce n'est pas vous qui gérez l'entreprise,
à se poser la question, dans quelle phase qu'on est? Probablement 1 ou 2. Puis c'est quoi l'énergie que je vais utiliser pour aller bien garder, répartir les forces de chacun dans ces 4 phases-là? Je vais passer la parole à Valérie, puis on va aller voir un peu, à travers ces phases-là, des trucs qu'on peut se donner. Mais, vas-y Valérie. Parfait. Bien, merci Marc-Claude. Dans le fond, c'est que là, on a vu que théoriquement, techniquement, on a 4 phases, mais à travers ça, il y a l'humain qui est important. Puis le premier humain qui est important, bien, c'est vous. Puis si vous regardez ce webinaire-là, bien, c'est parce que vous voulez voir un peu comment vous pouvez travailler à travers ces 4 phases-là. Donc, moi, c'est sûr que Marc-Claude l'a dit tantôt, s'il y a une clé que je vous suggère d'avoir dans votre manche, et soit dans votre manche personnelle ou dans la manche d'un membre de votre équipe proche, c'est la communication. Communiquer au bon moment, communiquer les bons mots, c'est ce qui va vous sauver de cette crise-là avec le moins de dégâts possible. Les mots que vous utilisez depuis, parce que là, on dit on est en crise, ça fait quand même 1 mois qu'on est en crise, donc normalement, dans vos organisations, il devrait y avoir un certain plan de match établi. Et s'il n'y en a pas un, il faut commencer à le préparer. On devrait être moins en communication de crise et on devrait être plus en gestion quotidienne de notre nouvelle situation. Donc, vraiment, les mots que vous avez utilisés dans le passé et ceux que vous allez utiliser dans le futur vont marquer vos employés et beaucoup plus longtemps que vous pensez. Parce qu'on est dans une période très émotive et toucher l'émotion en communication, c'est la clé numéro 1 pour que le message reste ici et ici et que ça dure longtemps. Donc, prenez le temps de réfléchir avant d'envoyer un courriel, avant de communiquer avec votre monde, à vous assurer que ce que vous communiquez, ça fait du sens, non pas dans votre rôle de gestionnaire, mais pour eux, de se mettre en mode empathie. On va en parler beaucoup de l'empathie aujourd'hui, parce que dans le fond, ça va faire toute la différence dans la rétention de votre monde après cette crise-là. On se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, on était en plein emploi. J'ose espérer personnellement, grand optimiste, que le plein emploi reviendra et on veut s'assurer que nos joueurs ils restent avec nous quand cette situation-là va recommencer. Donc, je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de gestionnaires dans notre entourage qui nous appellent, sont très en mode stressant, on est stressé, tout ça. Et il y a des milieux où tout est arrêté, le monde est au chômage, et il y a des milieux où la production, ça a augmenté énormément. Et les gens travaillent Marc-Claude disait 20 heures par jour, mais il y a beaucoup d'industries où les gens travaillent 10, 12 heures par jour. Et quand arrive la fin de semaine, ils sont brûlés, sont vidés, ils ont besoin de se recharger les batteries. Il y a certains gestionnaires qui textent la fin de semaine parce qu'ils ont une idée de quelque chose ou ils ont pensé à quelque chose, ils vont texter leurs employés la fin de semaine. L'employé va répondre. Alors, parce que c'est son patron, on est en gestion de crise, je te texte, je vais te répondre. Et le patron va le féliciter, il va dire merci de m'avoir répondu. Ça a vraiment répondu aux besoins du patron, du gestionnaire, de dire moi, j'étais stressée, maintenant tu m'as rassuré, je me sens mieux, je vais pouvoir prendre une bière sur mon balcon maintenant, ça va bien. Quel message j'envoie à l'employé? Ça, c'est que mon attente comme gestionnaire, c'est que le samedi, si j'ai besoin de toi, tu vas être là, tu vas être fidèle au poste. T'sais. Mais l'employé, ce que lui doit se dire, c'est coudonc, moi, je travaille 12 heures par jour depuis 4 semaines. Je n'ai pas le droit d'avoir un samedi pour me relâcher, juste penser à ma famille puis à vivre ma petite bulle ici. Donc, il faut penser, avant de communiquer, de penser aux impacts que ça peut avoir sur notre monde et comment eux, ils peuvent vivre ça. T'sais. Si je peux ajouter, Valérie, on se disait que le gestionnaire doit dire clairement c'est quoi ses attentes et ses non-attentes. On a parlé de ménager notre énergie pour passer à travers les cycles. On pourrait se dire qu'à moins d'une urgence, et qu'est-ce qu'une urgence? On ne se parlera pas le samedi. On a vu le premier ministre qui prenait des journées de congé. On doit être capable de s'organiser avec nos employés aussi, là. Absolument. On va en parler tantôt quand on va créer notre petite équipe de protection, dans le fond, ou de gestion de pandémie. Comment on s'assure que tout le monde suit les lignes directrices. Et ça s'adresse dans les grandes équipes, mais aussi dans les petites équipes. On va vous en parler. On parle quand on est un bon leader, on va vous dire souvent qu'il faut avoir une bonne capacité d'adaptation. Là, on s'entend qu'on est tous en mode adaptation. Là, peu importe la taille de votre organisation, tout le monde doit s'adapter. Le point qui vient de passer comme un petit peu au-dessus de l'adaptation en ce moment, c'est l'empathie. L'empathie est un concept clé en gestion de crise et surtout au COVID-19 dans l'effet que ça a sur les gens au niveau individuel. Et là, c'est important comme gestionnaire de faire la distinction entre empathie et sympathie parce que ça va faire toute la différence dans votre gestion. L'empathie, c'est par exemple, vous êtes mon employé, vous venez dans mon bureau,
vous avez les enfants à la maison, ça ne se passe pas très bien le télétravail, on se parle comme ça, c'est difficile. Et puis, je comprends votre situation et je suis empathique à votre situation, donc je comprends ce que vous vivez et je vais essayer de vous accommoder dans certaines lignes directrices pour faire en sorte que ça soit plus facile pour vous dans votre situation. Au contraire, la sympathie, vous entrez dans mon bureau, vous vivez ça, vous pleurez, c'est difficile le télétravail à la maison avec les enfants. Et là, je me mets comme à votre place, je me mets quasiment à pleurer avec vous, je vous prends dans mes bras, je vous dis, regarde, laisse faire ça le dossier numéro 814, laisse faire ça, je m'en occupe, je me mets trop à la place. La sympathie, on doit avoir ça avec notre mari, notre femme, nos enfants, notre mère, mais pas avec nos employés. C'est correct, il faut avoir une empathie, un bon niveau d'empathie, même en gestion de crise, mais il ne faut pas rentrer dans la sympathie. Nous, on a vu des clients qui sont rentrés dans la sympathie avec les employés, puis on les a tout de suite ramenés à dire non, non, on va être en mode empathique, mais il ne faut pas oublier qu'on a des objectifs à livrer. Ça demeure un lien d'emploi, on a des objectifs à livrer, il ne faut pas oublier cet objectif-là. On parle même dans la littérature de gestion, il y en a peut-être d'entre vous qui ont entendu parler du nouveau CEO. Le CEO, c'est le terme anglophone pour directeur général, où on va dire que maintenant, le CEO, c'est le Chief Empathy Officer. C'est pour vous dire à quel point c'est rendu gros, là. On parle du concept vraiment de l'empathie au sens large, où ton rôle comme gestionnaire, c'est de t'assurer que ta gang va bien, puis que leur santé va bien, puis que tout le monde est dans le même, est assez fonctionnel pour continuer de rouler, puis d'avoir le lien de confiance avec ta gang. Fait que c'est quand même gros. Quand on parle de l'empathie, il y en a qui vont me dire, moi, Valérie, je ne suis pas empathique. Je l'ai pas. Ce morceau de casse-tête-là, je ne suis pas née avec. Je peux me forcer à l'avoir, mais ça ne marche comme pas vraiment. Puis j'aurais beau vous convaincre puis vous dire, écoutez, c'est prouvé par plusieurs études que chaque dollar qui est investi en empathie, en bienveillance envers ses employés, vont vous en redonner 2,4 $. Fait que ça vaut la peine. Fait que n'importe qui de très rationnel et cartésien va dire, waouh, je vois un avantage là, je le prends. Mais si vous n'êtes pas empathique naturellement, ne jouez pas à l'empathique parce que c'est payant, parce que je vous dis qu'il faut le faire, parce que vous allez lire partout qu'on veut être un Chief Empathy Officer. Ce n'est pas la bonne technique si on ne l'a pas été dans le passé. Le patron qui n'a jamais été empathique avec son équipe, qui n'a jamais passé de bureau en bureau pour savoir comment ça allait à tout le monde, qui là, tout à coup, commence à le faire, ça va avoir l'air fauné, ça ne sera pas très authentique. Donc, si jamais vous n'êtes pas très empathique, c'est important de vous trouver un numéro 2, de vous trouver quelqu'un qui va avoir cette compétence-là et puis de l'utiliser pour faire en sorte que votre personnel sente quand même qu'il y a de l'empathie dans l'organisation et qu'on est à leur écoute. Donc, il faut se créer une équipe, une SWAT team autour de soi en gestion de crise et peu importe la taille de votre organisation. Chez Alternative RH, on est 4 et la SWAT team, c'est 2 personnes, c'est Marc-Claude et moi. Et pour vous dire, il y a des jours où, moi, je vais dire à Marc-Claude, on se parle à tous les jours, on se communique vraiment régulièrement. Il y a des jours où moi, je vais dire, écoute, moi, aujourd'hui, ça ne file vraiment pas. Il est arrivé ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Fait qu'il faut parler à Caroline, qui est notre adjointe. Ça ne sera pas moi qui va lui parler. Donc, de vraiment relayer l'info à travers votre petite équipe, votre chasse gardée, ça va être essentiel. Maintenant, comment on la forme, cette équipe-là? C'est important de regarder ce que vous avez autour de vous et dans votre direction, mais aussi dans votre équipe plancher ou dans votre équipe qui travaille, et de regarder c'est quoi les forces de tout le monde pour aller chercher vraiment les meilleurs dans votre équipe pour travailler avec vous. Je pense qu'on a plusieurs clients qui sont dans les domaines des usines, par exemple, qui travaillent en usine où on va dire, souvent on sent dans les usines qu'il y a l'administration et il y a le plancher. Tu sais, c'est comme 2 mondes. Et puis là, si on fait une SWAT team avec juste du monde de l'administration, je peux me douter que les gens du plancher vont sentir qu'eux, ils n'auront pas d'empathie. Les gens ne comprendront pas leur réalité. Donc, c'est important de vraiment bien sélectionner les gens qui vont faire partie de votre équipe. Et le meilleur exemple, Marc-Claude l'a donné tout à l'heure, c'est au niveau du gouvernement où on a nos 3 personnages principaux, là, nos 3 intervenants qui nous parlent à chaque jour. Mais parfois, il y a d'autres personnages avec des caractéristiques précises, des compétences précises qui vont joindre à l'équipe pour pouvoir donner le meilleur rendu possible à la population et les rassurer. Donc, c'est vraiment important de penser à ça et de penser à tout. Je reviens avec l'empathie, ce concept vraiment important parce que ce qu'on voit beaucoup, on a eu un exemple de situation où un client dans son équipe a un cas confirmé de COVID-19. Et là,
panique, panic at the disco, OK? Tout le monde capote. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien là, il y a son plan de match, très bon gestionnaire. Bien, moi, je vais faire ça. Les employés qui ont été à 2 mètres de cette personne-là, bien, je vais les envoyer en quarantaine pour ne pas contaminer le reste de mon monde. Je vais les remplacer de telle façon. Parfait. Bien, écoute, à la fin de l'appel, tu es comme, wow, félicitations, ton plan il est exceptionnel, c'est très bon. Il te manque un morceau. Il te manque un petit morceau à ton casse-tête. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec ton monde qui reste? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui restent, qui vont avoir peur? Tu sais, moi, Janine, là, elle a le COVID-19, elle m'a prêté son crayon, tu sais. Il y a 2 semaines, elle m'a prêté son crayon. Il y a 2 jours, j'ai lunché avec elle, elle m'a fait goûter ses biscuits. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire pour donner une perception de sentiment de sécurité à mon équipe? Et je parle de la perception du sentiment de sécurité parce que la perception en communication, c'est la vérité. Ma perception, c'est ma vérité et votre perception, c'est votre vérité. Pour vous donner un exemple, moi, ça se peut très bien que je finisse ce webinaire-là, que j'appelle Marc-Claude, qu'on se parle toutes les deux puis qu'on se dise « Hey, wow, je pense que ça a bien été. Tu sais, c'était le fun, je pense qu'on a bien livré le contenu, ça a été intéressant, tout ça. » Bien, ça se peut qu'il y ait un de vous qui est à la maison, qui va finir ce webinaire-là puis qui va faire Hey, c'était vraiment plate, le webinaire d'Alternative RH. En tout cas, j'ai rien appris aujourd'hui, je comprends pas. Fait que vous allez arriver dans votre famille le soir, vous allez dire est-ce que j'ai suivi comme webinaire, c'était vraiment pas intéressant. Et moi et Marc-Claude, notre perception, on va dire hey, ça a vraiment bien été. Donc, la perception, c'est hyper important. Et dans le fond, la perception, quand je vous dis perception de sécurité, c'est que des fois, il faut aller au-delà de mettre des mesures de sécurité dans nos milieux de travail, parce que des fois, on va mettre des mesures, mais les gens vont quand même sentir qu'ils ne sont pas en sécurité. Et l'inverse est aussi vrai. On peut mettre aucune mesure et les gens sentent qu'ils sont en super sécurité. Donc, il faut mettre des mesures, mais aussi donner un sentiment de sécurité aux gens en faisant des suivis rigoureux, et en s'assurant vraiment qu'on les encadre bien et qu'on les soutient. Parce que c'est bien beau de faire notre plan opérationnel, mais il faut quand même penser à l'humain derrière tout ça et aux gens qui vont rester, comment ils se sentent en ce moment. Il faut vraiment mettre l'emphase là-dessus. J'arrête pas de vous dire, bon, Chief Empathy Officer, l'empathie. Je mets un bémol à l'empathie parce que des fois, il faut prendre des décisions rationnelles. Et en gestion de crise, il y a beaucoup de décisions qui sont rationnelles. Quand on parle de décisions fiscales, si on est à ça de la faillite, on a beau aimer tout notre monde, il faut quand même mettre l'humain de côté et prendre des décisions qui s'imposent. Par contre, quand on va communiquer ces décisions-là, bien, on va arriver à les communiquer de manière humaine et attentive aux besoins de l'autre personne et de la réalité qu'ils vivent. Donc, il faut quand même bien distinguer les deux. Ce qu'on voit beaucoup aussi dans les 4 dernières semaines, c'est des gestionnaires qui ont une grande tolérance au stress. Tu sais, si, mettons, je donne un exemple, moi, mon verre d'eau, il est ça de grand. Tu sais, avant qu'il déborde, là, il en faut de l'eau dedans. Mais ça se peut que mes employés, leur tolérance au stress est ça de grosse. Tu sais, fait qu'ils ont eu le temps de déborder 2 fois leur stress avant que moi, je sente que je suis vraiment dans un mode stresseur. Donc, il faut faire attention au stress, être très à l'écoute du stress de nos employés et à notre discours dans ce cas-là. Parce que si on n'arrête pas de dire « ça va bien aller », tu sais, ça va bien aller, c'est correct, ça va bien aller, tu sais. Moi, je trouve ça très cute, les arcs-en-ciel, ça va bien aller. J'en ai 4 dans ma porte. Si vous voulez passer, ça va me faire plaisir. Mes enfants ont fait de la course aux arcs-en-ciel, ils en ont trouvé sans cesse, c'est merveilleux. Mais dans un cadre d'entreprise et de gestion, le « ça va bien aller », en ce moment, il est un peu dissonant de ce que les gens sentent à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'avoir une discussion FaceTime avec votre famille ou vos amis, FaceTime ou autre médium. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans votre milieu qui ont dit « Hey, ça va vraiment bien. » Moi, là, depuis que c'est parti la crise COVID-19, là, je me sens numéro 1. Moi, dans mon réseau, il n'y a pas beaucoup de monde qui se sentent comme ça à l'intérieur. Ceux qui travaillent beaucoup, puis sont stressés, puis sont stressés de ramener le virus à la maison, de contaminer les membres de la famille. Puis ceux qui ne travaillent pas, bien, ils se demandent quand est-ce que je vais pouvoir retravailler. Ils s'ennuient, c'est difficile. Bien, ils se demandent mon revenu, qu'est-ce qui va arriver, ma business, mon entreprise, qu'est-ce qui va lui arriver. Donc, il n'y a personne, dans mon réseau, en tout cas, qui va 100% bien. Donc, je vous dirais que dans votre équipe, les gens qui doivent aller 100% bien doivent être assez restreints aussi. Donc, il faut faire attention à « ça va bien aller ». Ce que ça envoie comme message quand on n'arrête pas de dire que ça va bien aller alors que des fois, ça ne va pas du tout, bien, c'est qu'on ne comprend pas notre réalité. Là. On n'est pas en train de comprendre ce que nos employés vivent. Donc, il faut avoir un discours qui est très terre à terre et c'est correct de dire quand ça ne va pas bien. C'est correct d'être transparent, d'être honnête quand ça ne va pas bien. Puis en fait, si je peux me permettre, c'est que toutes les études démontrent que
c'est aussi anxiogène dire ça va bien aller que ça peut être rassurant. Nous, on fait passer des tests psychométriques, puis on mesure la tolérance au stress. Et si vous avez des gestionnaires qui sont très résistants au stress, comme le disait Valérie, c'est peut-être le temps de peut-être pas les mettre en frontline puis en communication directe. C'est comme si moi, je viens vous dire, et vraiment, j'ai quelqu'un qui me racontait qu'ils ont eu un feu un jour, et pendant qu'il y avait un feu, le gestionnaire prenait des commandes. Puis le monde disait « Hey, ça n'a pas d'allure, on va perdre nos... » Il était tellement résistant au stress, il ne le ressent pas, que c'est devenu un stressant pour les employés. Alors, si vous avez, vous ou vos gestionnaires, quelqu'un qui est très résistant au stress, il va sembler manquer d'empathie parce que quand il va venir vous voir pour vous dire « Hey Valérie, ça n'a pas d'allure, je capote, si, ça, j'ai peur », la réponse va être « Ben non, ça va bien aller, je te le dis, je te rassure. » Mais c'est pas ça que je veux me faire dire, dans le fond. Fait que faites attention parce qu'en période de crise, plus vous avez un gestionnaire tolérant au stress, plus il semblera manquer d'empathie. Absolument. Vraiment. Voilà. Et là, on arrive à nos petits trucs. En fait, on a essayé de vous sortir les meilleurs trucs pour gérer dans 3 catégories d'employés. Donc, on va commencer avec les trucs qui s'appliquent à tout le monde, hein, à toute votre gang au complet. Puis après ça, on a divisé entre ceux qui sont en télétravail, ceux qui travaillent de la maison, ceux qui travaillent au bureau, hein, il y en a qui doivent rentrer au bureau, travailler au bureau, et ceux qui sont mis à pied par votre organisation. Donc, c'est des trucs pour vous aider à garder vos employés mobilisés puis à éviter un petit peu les situations qui peuvent arriver au niveau de la crise du COVID-19. Le premier truc qu'on a pour vous, c'est « Share the pain ». Si vous n'avez pas déjà « Share the pain » avec vos employés, « Share the pain », ça veut dire qu'on split ensemble la souffrance de tout ça. C'est vraiment un essentiel du leadership, en fait. C'est d'être capable si on coupe nos employés, on se coupe nous-mêmes. Nous, on a un de nos clients qui a donné 10 journées de sans solde à son monde. Bien, tout le monde a eu 10 journées de sans solde, lui également. Tout le monde en a eu. On est tous ensemble là-dedans. Donc, vraiment, de s'assurer que si vous donnez des mesures à vos employés, bien, vous aussi, vous êtes impactés, puis vous pouvez leur dire que vous aussi, vous impactez. C'est toujours rassurant de sentir qu'on est tous dans le même bateau à ramer dans le même sens. Tu sais, que c'est pas comme le capitaine, lui, c'est différent, mais nous, c'est autre chose. Non, on est tous ensemble là-dedans. Le deuxième truc, effectuez vos communications en créant un sentiment de sécurité et en étant réaliste. Donc, je vous ai dit tantôt, hein, ça ne fait pas toujours du bien se faire dire « ça va bien aller ». Ça va bien aller. Si mon bras est coupé, là, puis vous me dites ça va bien aller, là, ça va pas bien aller, il va me manquer un bras pareil. Là. Fait que d'être réaliste, on ne veut pas être alarmiste. Et le meilleur exemple vraiment à suivre en ce moment, c'est le gouvernement du Québec. Ils sont rassurants, mais en même temps réalistes. Ils nous donnent la bonne information. Et on sent un peu, il y en a beaucoup dans les médias qui vont appeler François Legault le bon père de famille. Hein? C'est comme des papas, c'est comme tu l'écoutes, c'est rassurant. Il faut essayer de s'inspirer de ça pour quand on s'explique à nos employés, de s'expliquer simplement avec des bons mots-clés. Et s'il vous plaît, faites attention de ne pas créer un sentiment d'urgence en créant des meetings tout le temps. Tu sais, le gouvernement du Québec, ils ne nous font pas un flash info, là, vite à 3 heures, il y a une conférence spéciale. Tu sais. Ils attendent à chaque jour, à la même heure, on a la même information, tout ça, il n'y a pas d'urgence. Je vous donne un exemple. Dans le réseau de la santé, j'ai été témoin d'une situation où le dimanche soir, tous les cadres ont été appelés en conférence téléphonique à 8 heures le soir. On s'entend-tu qu'ils ont ça en après-midi? Fait que tout l'après-midi, déjà, tu es stressé. Tu te dis, pour qu'ils m'appellent un dimanche soir, là, c'est vraiment stressant. Conférence téléphonique d'1h15 sur une nouvelle mesure qu'ils doivent appliquer dès le lendemain. Parfait. Fait une nuit assez tourmentée. Hein? Je suis stressée. Mon employeur m'a dit ça. Moi, je ne sais pas comment mon équipe va réagir. Il faut que je pense à ma stratégie de communication, à comment je vais être empathique avec mon équipe. Pour finalement arriver le lundi, il avait changé d'idée finalement. On n'allait pas mettre cette pratique-là en place. Donc, pas de communication d'urgence si ce n'est pas nécessaire. Si ça ne saigne pas, est-ce qu'on peut attendre dans notre prochaine communication formelle qu'on a établie dans un calendrier précis? Troisième truc, très important, c'est de faire attention à la santé mentale de ses employés. Ça, il faut y faire attention tout le temps, mais en cas de crise en ce moment, c'est encore pire parce qu'on sait que la santé mentale des gens est fragile et les gens qui travaillent de la maison ou qui ont été mis à pied en ce moment, ils vivent beaucoup d'isolation. Ils sont seuls. Fait que prendre soin de la santé mentale de notre monde, c'est important.
On a quelques idées pour vous dire comment on peut prendre soin de la santé mentale de notre gang, même dans une situation de COVID-19. Et là, ce qu'on veut vous dire, c'est faites attention, il faut bien regarder chaque idée en fonction de votre budget, puis de votre équipe, puis qu'est-ce qui va les rendre heureux, mais c'est pour vous donner des petites pistes. Le premier, c'est ça, permettre une flexibilité dans les horaires de travail. Ça se peut que si je travaille avec mes 2 enfants de 3 et 5 ans, bien que de 9 à 5, ce ne soit pas mon prime time dans ma journée. Je vais peut-être travailler plus le soir ou peut-être plus tôt le matin, donc de permettre aux gens d'être très flexibles. Numéro B, organiser des séances de tutorat. Tu sais, les enfants sont à la maison. On n'a pas eu de programme du gouvernement pour l'école à la maison dans les dernières semaines. Bien, peut-être qu'on peut embaucher un prof ou un tuteur qui va donner l'école en ligne aux enfants de nos employés, 1 heure par jour ou 1 heure par semaine. Puis, ça va nous assurer à nous 1 heure de travail productif parce que les enfants vont être occupés ailleurs. Donc, d'essayer de penser à des alternatives, puis ça fait une belle reconnaissance en même temps à nos employés. Bien sûr, organiser des activités sociales en ligne, bon, des dîners, des 5 à 7, d'autres moments, un brunch, pensez à n'importe quoi qui peut vous sortir de la tête, ça serait une bonne chose pour prendre soin de la santé mentale. Embaucher un entraîneur. En ce moment, les gyms sont fermés, des entraîneurs, il y en a plein, ils donnent des capsules sur le web. Peut-être d'en embaucher un qui pourrait donner des cours à votre gang. On peut se dire tous les lundis matins à 9 h, on fait du Zumba ensemble, on fait du CrossFit ensemble. On fait une activité sportive. C'est prouvé que le sport fait descendre le stress, augmente la productivité. Mais let's go. Une pierre deux coups, là, on s'active, puis en même temps, on aide un entraîneur à gagner sa vie. Le dernier point au niveau de la santé mentale, c'est penser à l'informel. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour ça, c'est le gouvernement. Quand ils ont annoncé la semaine dernière que la fée des dents et le lapin de Pâques, c'était service essentiel. Écoute, sur les médias sociaux, là, tout le monde parlait de ça. On dirait que ça nous a tous fait un peu de biais à l'âme. C'est drôle, la fête des dents, le lapin de Pâques, service essentiel. Bien, quel genre de choses comme ça, vous pouvez faire dans votre organisation pour faire en sorte qu'ils sentent, que les gens fassent ce même sentiment-là? Est-ce qu'on fait des meetings 1 fois par semaine où on parle juste des choses positives qui ont rapport à l'entreprise? On s'assoit, on fait un positive vibe only meeting, puis là, on parle juste des choses positives. Puis si on n'a rien de positif par rapport à l'entreprise, parce que ça se peut, bien, il y a sûrement quelqu'un qui a fait un méchant bon pain aux bananes et chocolat, puis là, on va en parler, puis la prochaine fois, quand on va recommencer à travailler, bien, il va falloir que Ginette, elle l'amène son pain au chocolat, parce que tout le monde va l'écouter. On essaie de trouver quelque chose qui fait juste nous enlever un peu la tête de cette espèce de situation stressante-là qu'on vit en ce moment. Le numéro 4, faire des suivis régulièrement, tenir à nos suivis. Il y a beaucoup de monde qui nous disent en ce moment, je ne fais pas de meeting, je n'ai pas le temps. Erreur numéro 1, la nature a horreur du vide. Si vous ne comblez pas le vide avec votre équipe, le vide va se combler par ailleurs. Donc, assurez-vous de faire des suivis, que la communication passe, qu'on est vraiment au bon moment avec notre monde et qu'on leur fait des suivis autant en groupe qu'individuel. Le numéro 5, je vais passer quand même rapidement, Marc-Claude en a parlé un peu tantôt, c'est gérer l'énergie et éviter la surcollaboration. Hein? On en a parlé tantôt, on a nos 4 phases, puis souvent en mode, quand le canot chavire, là, bien, tout le monde essaie de trouver une solution. C'est cacophonique, tout le monde essaie de s'en tirer. Là, on n'est plus supposé être là-dedans. Si vous êtes là-dedans, vraiment, il faut se sortir de ça au plus rapide. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marathon. Les gens n'arriveront pas à la ligne d'arrivée. Ils ne seront pas capables. Tu sais, je vais vous donner un exemple vraiment visuel que j'ai suivi une formation à HEC Montréal la semaine dernière et ils ont donné cet exemple-là. J'ai trouvé que c'était très, très intéressant. C'est que si je vous demande de tenir votre tasse, vous avez une tasse, un verre à la maison, je vous demande de tenir votre tasse comme ça là, pendant le plus longtemps que vous pouvez. Bien, probablement qu'au bout de 2, 3, 4, 5 minutes, vous allez dire c'est correct. Au bout d'une demi-heure, vous allez trouver ça fatigant. Vous allez commencer à avoir des tensions probablement. Au bout de 45 minutes, ça se peut que vous ayez peut-être des blessures au poignet. Si on continue comme ça, bien, votre bras va se détériorer, puis à un moment donné, vous ne pourrez plus l'utiliser. Bien, c'est un peu ça, la surcollaboration et gérer l'énergie. C'est que dans le fond, on ne veut pas que tout le monde tienne sa tasse à bout de bras pendant toute la crise du COVID, parce qu'il y en a plein qui ne seront pas capables de revenir de ça. Donc, vraiment, il faut penser à ça. On n'est pas capable de tenir le rythme trop longtemps en groupe. Et juste un fun fact pour vous, les études ont démontré que dépasser 3 personnes, 3 collaborateurs sur un dossier, il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée. La valeur ajoutée était presque nulle. Donc, des fois, c'est peut-être une petite réflexion à faire avant de mettre plein de personnes sur le même dossier pour qu'ils courent tout le monde en même temps. On est peut-être mieux diviser et déléguer notre travail pour faire en sorte que tout le monde se rende à la fin. 6e truc, la perception de vos employés et la réalité. Il faut la valider, cette perception-là. Je vous ai dit à quel point c'est important tantôt. Il faut la valider. Il faut faire des sondages. Il faut aller voir, les rencontrer. Je l'ai dit en individuel. Si vous n'avez pas le temps de le faire, ou si peu importe,
faites engager une firme externe qui va vous aider à la valider, cette information-là. Il faut comprendre comment votre gang va. Il y a plein de subventions disponibles par le gouvernement, le PACME, entre autres. On va vous envoyer des liens par la suite, mais ça peut être financé à 100% ce genre de mesures-là. Donc, n'hésitez pas à aller valider comment votre gang va. Ça va vous donner leur juste, ça va vous aider à passer au travers plus facilement par la suite. 7e truc, préparer l'après. On prépare l'après comment? Bien, actuellement, on peut faire un pré-mortem. On connaît tous le post-mortem. Après la crise, on va faire un post-mortem. Avant la crise, on peut faire un pré-mortem. Dire, bien, qu'est-ce qu'on pense qui va arriver? Comment on voit ça? Comment on peut utiliser ce qu'on a changé? Marc-Claude parlait d'adaptation tantôt. Bien, qu'est-ce qu'on a adapté qu'on veut garder finalement? Ça n'aura pas juste apporté du mauvais, cette crise-là. De réfléchir tout de suite à ça. Ça va nous donner des objectifs communs, puis ça va nous faire du bien de penser à quelque chose de positif. On aime ça quand on a un but, bien, de penser à des objectifs tout de suite, même si on sait que le monde va peut-être changer à la fin, ça peut encore beaucoup évoluer, mais c'est quand même, ça donne espoir. Petit truc numéro 8, bien, donnez de la reconnaissance à votre monde, félicitez-les, encouragez-les, n'oubliez pas, on est rushé, tout le monde est dans le jus, tout le monde est dans une espèce de sentiment spécial en dedans, mais n'oubliez pas de donner de la reconnaissance à votre monde. Et notre dernier petit truc, c'est de soutenir vos gestionnaires. Au Québec, c'est pas rare qu'un gestionnaire, c'est pas un gestionnaire de formation. C'est quelqu'un qui est bon sur le terrain. Puis là, on lui dit, bravo, t'es promu maintenant. Tu vas être chef d'équipe, tu vas être superviseur, tu vas être directeur, tu vas être coordonnateur. Être gestionnaire, ça s'apprend. Il y a des techniques. C'est comme le tennis. C'est comme pas mal de choses, comme tous les sports que vous pensez. Ça s'apprend. Il y a des techniques pour ça. Donnez-leur de la... On vient de perdre Valérie, je pense. Oui! Il y a du vent dans son coin. Oui, c'est ça. Je pense que moi, je suis encore là. Oui, je te vois, je t'entends. Oui. Bon. On approchait la période des questions. Est-ce que tu voulais finaliser? Bien, en fait, oui, il est déjà 15h12. On avait d'autres choses qu'on avait préparées pour vous. On n'aura pas le temps de passer à travers parce que, comme tu le dis, Véronique, on tombera à la période de questions, c'est ça? Oui. Est-ce que, dans le fond, je peux expliquer la procédure? Donc, il est 15h13. On avait d'autres choses qu'on avait préparées pour vous, mais comme il est 15h13, puis on va aller à la période de questions, on a préparé peut-être un petit tableau récapitulatif qu'on pourra partager avec les gens. Les gens pourront nous donner notre adresse courriel et on pourra partager les autres petits trucs. On avait des petits trucs pour les gens qui sont employés mais qui ne sont pas mis à pied présentement. Pour les gens qui sont encore employés mais qui sont en télétravail. Et on avait aussi des trucs pour vous donner, pour garder la relation avec les gens qui sont encore mis à pied. Mais vous savez que légalement, quand je suis mis à pied, je suis encore votre employé. Donc, on a intérêt à cultiver la relation. Fait qu'on a préparé des petites choses pour vous, puis on pourra les partager là, d'une autre façon après le webinaire. Valérie, de retour. Oui, mais c'est ça. Moi, là, j'ai fini, puis là, j'ai dit, bon, Marc-Claude, puis là, j'ai vu que tout avait figé. Fait que je sais pas à quel moment ça a coupé, mais... Je pense que c'était pas mal vers la fin. C'est ça, je suis là. C'est bon, puis ça arrive parfait pour la période des questions. Tu vois, Nadine a dit, on a entendu ton point 8, Valérie. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. 8 et 9. Donc, parfait. Juste expliquer aux gens qui sont présents pour la période des questions. Si vous avez des questions, juste les faire parvenir dans le chat, dans le bas de la vidéo. Il y a l'option de lever la main. Et puis, moi, ce que je vais faire, je vais vous donner la parole. Je vais vous présenter. Si vous voulez poser la question directement à Marie-Claude et Valérie, on vous demanderait d'être bref pour permettre là, à tous les participants qui ont des questions de les poser. Si c'est trop pointu, on va prendre en note ou vous pouvez nous faire parvenir par courriel puis on fera un suivi à la suite de ça. Sinon, je regarde, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, j'imagine que la présentation, du moins le contenu, n'a pas amené de questions des participants. Peut-être qu'on peut prendre quelques minutes pour revenir sur des petits trucs que nous, on avait préparés. Oui. Pour les employés qui sont encore à votre emploi, OK? Vous en avez qui sont à votre emploi, qui se présentent encore au travail. Vous en avez qui sont à votre emploi, mais qui ne se présentent pas au travail. Une des choses à ne pas négliger, puis un des trucs qu'on veut vous donner, surtout, c'est de vous rappeler que utiliser les outils de communication, Zoom, Teams, tout ça,
mais s'il vous plaît, formez votre monde. On a envoyé beaucoup les gens en télétravail parce que devant l'urgence, on ne pouvait plus aller au travail, mais on les a envoyés. Il y a quelqu'un qui me disait, moi, dans le travail que je fais, je travaille dans un domaine X et je travaille avec des rapports, mais moi, mon boss, il ne m'a jamais demandé si j'avais une imprimante, là. Fait que, non, est-ce qu'on peut former nos gens avec des bons outils? Est-ce qu'on va être disponible pour répondre à leurs questions? On les envoie en télétravail, puis on leur dit, si tu as des questions, pas de problème, appelle-moi, ma porte est toujours ouverte. Mais à la première question, on n'est pas disponible. Ça fait que si vous avez des gens en télétravail, prévoyez des plages horaires fixes où vous pourrez répondre à leurs questions, mais c'est sûr que vous allez être disponible. Vous n'avez pas la chance de dire, c'est ça, dès que je l'ai appelé, il n'était pas disponible. Démontrer de la flexibilité dans les horaires de travail. Puis démontrer de la flexibilité, de l'adaptation dans vos attentes. C'est pas vrai qu'on peut avoir les mêmes attentes envers quelqu'un qui est à la maison avec ses 3 enfants que dans un mode normal où vous venez travailler tous les jours au bureau. Les gestionnaires qui vont bien réussir, ils vont gérer des résultats et non des heures. Le mode télétravail, ça fait peur à beaucoup de gens qui sont habitués de gérer des résultats basés sur un nombre d'heures travaillées. Bien, dans ce cas-ci, c'est pas ça qu'on fait. On va s'entendre sur des livrables, puis au lieu de dire « ça t'a pris combien de temps pour le faire? » Ça, c'est vraiment important. Puis essayez pour vos employés de développer de ce temps-ci des petits indicateurs clés de comment ça va, des indicateurs de bien-être. Il y en a qui font des petits sondages anonymes. Il y a plein de façons de le faire. Il faut prendre le pouls de votre monde. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont rentrées en même temps. On va les prendre. Oui, j'ai un peu de feedback. Je ne sais pas si c'est parce que je parle trop fort. Je vais donner la parole à Laurent Tremblay-Dion du Club du Mini, mais juste avant, vous expliquer comment faire pour lever la main si vous avez des questions. Il y a une option dans le bas de l'image. En posant la question, du moins en levant la main, ça me permet de voir que vous avez une question, vous êtes en attente, mais sinon, je les vois. Donc, je vais donner la parole à Laurent si tu veux poser ta question directement aux panélistes. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que oui. Ah, bonjour Laurent. Salut Laurent. Allô? Laurent. Hey, j'ai beaucoup aimé votre point sur le pré-mortem. Mais c'est pas quelque chose que je suis habitué. Est-ce que vous avez comme une méthodologie, une liste de questions, peut-être dans vos recherches que vous avez faites? Oui, en vous fait, connaissez la méthode KISS? Keep it simple, stupid, c'est ça? Ah, c'est en qualité. KISS, c'est keep, c'est ce qu'on va garder, qu'on va enlever. Vous irez voir sur une... C'est K-I-S-S, comme un baiser, finalement. Là. Et c'est vraiment une méthode qui dit qu'est-ce que j'ai fait qui a bien marché, que je vais garder? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché, que je devrais cesser de faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait que je devrais mettre en place? Puis qu'est-ce que j'ai fait mais que je pourrais améliorer pour le futur? C'est une petite méthode très simple. Vous pouvez le faire en méthode brainstorm avec vos employés. C'est très, très, très facile d'utilisation. Vous pouvez le faire si vos employés même ne sont pas là, via un petit chat comme aujourd'hui, Zoom ou un autre. On le fait, on se met des post-it sur le mur. C'est super simple, super facile. Ça marche bien. Tout le monde comprend la méthode. Là. J'ai aussi une liste de questions, Laurent. Je pourrais vous l'envoyer à la fin. Quand on va vous envoyer les petits outils par courriel, je pourrais mettre les petites questions à se poser quand on fait. On pourrait mettre la méthode à Marc-Claude, le KISS, puis aussi les petites questions à se poser pour le pré-mortem. Merci. De rien. C'est bon. Donc, prochaine question. On avait Luc Dorion qui avait une question pour vous. Donc, Luc, est-ce que tu nous entends? Oui. Ah, voilà. Bonjour, Luc. Bonjour. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Allô? Moi, ma question, c'était, c'est la période où on embauche des nouveaux employés. J'en ai confirmé, j'en ai à confirmer. Et le défi, c'est un peu de naviguer là-dedans sans savoir à quelle date ils vont vraiment commencer. Avez-vous des suggestions? Parce que c'est un processus délicat. On veut garder le lien, garder la confiance. Je veux commencer la formation. En même temps, je veux garder une certaine souplesse. Ben, en fait, vous avez un enjeu aussi. À partir du moment où vous avez fait une offre à votre candidat, puis là, il l'a accepté,
Je ne sais pas si vous avez déjà convenu comme d'une date dès le départ. Non. Mais, OK, si vous n'avez pas de date, c'est une chose. Vous pourriez quand même commencer déjà à créer des actions où le lien va se tisser. Présentement, il y a énormément d'activités de formation comme des webinaires. Donc, déjà que cette personne-là, vous pourriez y envoyer des infos, OK? La faire participer. Si vous faites des réflexions, on pourrait, c'est sûr qu'elle n'est pas encore employée. Est-ce qu'elle est déjà, est-ce qu'on parle de peut-être quelqu'un qui est encore en emploi? Non, c'est plus des étudiants qui sont en stand-by ou qui terminent leur année, là. OK. Bon, bien, si ces personnes-là ne sont pas en emploi, peut-être que ça va leur faire plaisir de participer, même s'ils ne sont pas encore employés à certaines activités. Le danger, c'est de ne pas les faire travailler non plus alors qu'ils ne sont pas à votre emploi. Moi, je parle plus de créer un lien, de maintenir un lien. Oui? Mais l'idée, il faut se rendre compte que, puis j'ai un client qui me disait ce matin, on parlait de recrutement justement, je disais, tu sais, les gens sont tous dans la même situation que toi. C'est pas qu'ils peuvent se retourner et aller travailler ailleurs. Exact. Donc, moi, je vous rassurerais, compte tenu de cette situation-là, il n'y a pas 1000 options pour aller au travail de ce temps-là. Les gens qui vont réussir, c'est ceux qui vont maintenir un lien avec les personnes. Puis, Luc, est-ce que c'est un service essentiel ou en ce moment, toutes les opérations sont fermées de votre côté? On travaille dans le milieu municipal, fait que c'est délicat parce que selon l'interprétation des villes, certains de nos employés peuvent faire partie des services essentiels. Le fait qu'ils réouvrent l'ouverture qu'ils ont faite en fin de semaine sur les compagnies d'aménagement et d'entretien, Oui. Ça, c'est positif pour nous parce que souvent, ça a un lien avec la gestion des espaces verts chez nous. OK. Parce que c'est ça, si dans le fond, il y a certains volets qui sont actuellement en arrêt, tu sais, peut-être qu'il y en a qui travaillent moins qu'ils travaillaient, bien, c'est un bon temps pour propager le savoir. Tu sais, pendant qu'ils ont du temps, bien, eux, ils peuvent préparer des outils pour intégrer les nouveaux ou être en rencontre avec eux parce que quand ça va repartir, bien, non seulement les nouveaux vont être fonctionnels, mais les anciens vont avoir créé un lien, vont avoir transmis leur savoir, puis en ce moment, vu qu'ils sont moins challengés qu'à l'habitude en ce moment, bien, en même temps, ça leur donne un petit défi supplémentaire. Ça peut être pas mauvais aussi des deux côtés. Effectivement. Merci, c'était une de mes idées, ça, celle-là. Fait que tu viens confirmer que c'est un bon plan. C'est une bonne idée, Luc! Oui. Merci, Luc. On a une autre question. Donc, je ne sais pas si vous le voyez sur le chat. On a une question de Emmanuel Chabot du groupe Tremblay. Donc, est-ce que la personne est en ligne? Emmanuel Chabot. Oui. Bonjour. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Je pense que oui. Salut, oui, en fait, dans le fond, ma Bonjour. question. Bonjour, ça va bien. Merci, belle présentation. En fait, je te reviens, Mary. Petite question, en fait, prévoir en fait le retour au travail des employés dans un contexte actuel. Puis en fait, dans le fond, là, je précise aussi, c'est que nous, on fait entre un milieu au niveau de la production, donc une ligne de production, et on est aussi en construction, donc dans le construction industrielle lourde qu'on appelle, la maintenance industrielle et tout ça. Bien sûr, dans le fond, nous, on a déjà sondé les employés, on reste en contact avec eux, c'est des gens qui ont été mis à pied. Il y en a beaucoup ou plusieurs, en fait, souffrent d'une certaine, je vais dire, anxiété. Oui, c'est ça. Il y a un retour au travail qui va arriver prochainement. Tu sais, je veux dire, on peut parler de recettes miracles, probablement qu'il n'y en aura pas, mais en fait, c'est un peu là ma question. En fait, prévoir le retour qui forcément doit arriver, il va arriver. Tu sais. Pour prévoir le retour, moi, je vous dirais, communiquez votre retour et vos actions de prévention dès maintenant, même si le retour n'est pas maintenant. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est quand je vais revenir, ça va-tu être safe pour moi d'aller travailler? C'est ça qui les inquiète. Hein? C'est quoi les mesures préventives que vous allez faire? Puis les vraies mesures, là. Tu sais, j'ai quelqu'un qui me dit, un client, bien, je vais dire à mon employé qu'on va désinfecter les toilettes souvent. Ça, c'est pas assez. On va le faire à toutes les heures. Voici comment on va le faire. Moi, j'ai besoin, là, avant de retourner au travail chez vous, là, Emmanuel, de savoir exactement comment vous allez protéger ma santé et sécurité.
Puis vous devriez même aller jusqu'à leur dire, puis écoutez, si jamais il y avait un cas, voici comment on le gérerait. Tu sais? Il faut beaucoup de préparation, mais il faut beaucoup de communication aussi, je pense, parce que, tu sais, votre communication que vous allez faire, que vous faites en ce moment avec vos employés qui sont à la maison, tu sais, l'anxiété qu'ils vivent ou la détresse qu'ils vivent, bien, elle va être complètement différente de celle qu'ils vont vivre quand ils vont revenir. Tu sais, ils vont avoir un peu une espèce de mixed feeling là, entre « je suis content de retourner travailler, je suis content de retrouver ma gang, un réseau social, de sortir de chez nous », mais en même temps, il va y avoir la peur à travers ça. Donc, tu sais, je pense qu'il va falloir que, je ne sais pas, votre équipe de gestion, si c'est vous uniquement ou si vous êtes plus nombreux, mais je pense qu'il faut les former, il faut les outiller pour qu'ils soient prêts à accueillir ces gens-là. Tu sais, c'est quasiment une nouvelle intégration que vous faites parce qu'il va y avoir des mesures différentes, il va y avoir des façons de faire, les objectifs de production vont peut-être être différents. Fait que, tu sais, c'est vraiment, il faut quasiment réintégrer complètement notre monde. Fait qu'il faut vraiment prévoir en ce moment, avec votre petite chasse gardée, là, ça va être quoi, à travers quoi on va passer, puis on les accueille dans quoi, parce qu'on ne les accueillera pas dans le même contexte qu'il y a un mois et demi. Donc, il faut s'assurer que les gens comprennent bien qu'est-ce qui est attendu d'eux dans le contexte, puis comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Tu sais, clarifier les attentes, je pense que c'est un élément... un élément essentiel pour vous. Mais vous avez raison que c'est anxiogène, puis il n'y a pas de recette miracle. T'sais. On essaie, tout le monde fait de son mieux puis met en pratique les bonnes pratiques. Mais le mieux on en fait, le plus on en fait, bien, le plus ça va être performant. Ce que vous pourriez faire, Emmanuel, là, si vous avez modifié votre ligne de production, parce que vous avez dit que bon, c'est un peu une chaîne de production, vous pourriez filmer ce que vous avez fait, les mesures de distanciation, faire un chat comme on le fait là avec votre équipe pour qu'ils le voient, parce que vous êtes sur place, vous le voyez ce que vous faites. Et dans le fond, les gens, tout ce qu'il leur reste, c'est vous faire confiance. Fait que ça pourrait être intéressant qu'ils voient ce que vous avez fait comme mesure avant d'arriver. Oui, bonne idée. Est-ce que ça répond bien à votre question? Oui, oui, c'est ça. La complexité, puis comme je le dis encore, il n'y a pas nécessairement de recette miracle. La complexité, c'est qu'on est multisite. Donc, c'est un peu la complexité. Puis là, on vient justement d'intégrer Teams partout, en fait, dans toute l'équipe pour justement augmenter la communication. Mais c'est de travailler avec de l'inconnu. C'est des choses qu'on n'était pas habitués qui, aujourd'hui, ça nous pousse à travailler avec ça. Mais oui, j'ai pris en note, en fait, vos divers commentaires. C'est sûr que c'est des pistes. Excellent. Si jamais, Emmanuel, vous êtes plus... Ça ne se répond pas en une minute. Si c'est plus pointu, là, n'hésitez pas, on pourra vous allez avoir nos coordonnées, là, lâchez-nous un coup de fil, on va essayer de vous aider de manière plus précise dans votre industrie, là. Mais multisite, moi, si je peux vous donner un petit hint, là, que, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont en multisite, il faut essayer d'avoir la mentalité McDo, OK? Ça veut dire qu'on essaie de standardiser nos opérations, nos façons de faire partout, tout en gardant une saveur régionale ou une saveur de chaque petit endroit, t'sais. Si on pense à McDo, si vous allez en France, bien, il peut y avoir du vin, il peut y avoir un sandwich sur pain baguette. N'empêche que les méthodes sont les mêmes, donc la productivité demeure la même. Donc, il faut essayer des fois en multisite de se dire, bien, c'est quoi le protocole pour tout le monde? Comment ça va se passer partout, mais en gardant une petite saveur régionale, parce que les gens n'aiment pas ça non plus quand c'est rendu tout beige là, partout. Fait que d'essayer de garder la couleur pour chacun de vos sites, mais quand même, surtout dans une situation épidémique, il faut quand même standardiser certains processus. Parfait, excellent. Mais oui, on s'appelle prochainement. Super, merci. Merci. Donc, pour le mot de la fin, je vais ramener Nadine si elle veut revenir. Me voilà. Donc, en conclusion, Marie-Claude Valérie, merci. Dans le fond, on voit des commentaires aussi sur le chat là, dont Cécilia qui dit très intéressant, dynamique. Merci pour vos conseils. Donc, pour la suite des choses, la vidéo va être disponible sur le site Internet de Synergie et la Chambre de commerce. Et puis, on va diffuser, dans le fond, sur les réseaux sociaux, par infolette, etc., les prochains webinaires. N'hésitez pas, si vous avez des sujets à nous présenter, à nous proposer aussi. On est là, on va suivre un petit peu. Là. Ah, bonjour Nadine, ce qui va être suggéré. Donc, mot de la fin, est-ce qu'il y a d'autres choses?
Non, mais je pense que j'aimerais remercier Valérie et Marie-Claude. Merci beaucoup de votre présentation. Vous avez brisé la glace avec nous aujourd'hui. Je pense que ça a bien fonctionné. On va récupérer les commentaires, puis on va poursuivre nos séances de webinaire. Restez à l'affût, tous les participants. Là, il y aura d'autres sujets qui viendront. Et comme Véronique le mentionnait, il y a un sondage qui va partir prochainement. Ça va nous aider, en fait, à bien aiguiller, à bien nous orienter pour les prochaines séances d'information ou de formation à venir. Fait que n'hésitez pas à donner vos commentaires. Super. Bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui a écouté. Merci à Nadine, à Véronique pour l'invitation. C'était vraiment le fun. Merci. À la prochaine. Merci. Bye bye. Bye.